Et donc l'hypofertilité en 2025, c'est un véritable challenge. Hein, c'est un énorme problème pour beaucoup de couples. Et l'enjeu n'est pas seulement d'arriver à faire un enfant, mais c'est surtout d'arriver à faire un enfant en bonne santé, qui n'ait pas de problème, d'autisme, d'hyperactivité, d'Asperger, de crétinisme. Et c'est l'enjeu, vraiment l'enjeu actuel. Donc si tu veux faire défiler les diapos, donc l'histoire c'est la démographie. Bon, ça l'histoire c'est ce que l'homme fait de leur démographie, donc il va falloir arriver à correctement gérer tous ces problèmes et une démographie avec des enfants en bonne santé. Hein, je t'ai amené à en discuter avec l'infirmière qui était à Rapa, qui était dans toutes les îles d'où je reviens des Australes. Et c'est un peu un challenge parce qu'ils étaient à 2 ou 3 000 habitants il y a 2 ou 3 siècles, il y a plus que 500 personnes actuellement. Hein. Alors vous avez un avion d'Air France et puis si tu veux passer les autres, vous allez penser que je suis complètement hors sujet, que je vous passe des diapos complètement dingues. Si vous discutez avec tiens, tu peux reculer peut-être un tout petit peu. Vous voyez, si vous discutez avec un pilote de ligne, avant de démarrer, il va faire une checklist avec son copilote, et pour un 350 ou un 380, vous avez plus de 300 trucs à cocher, tous les deux ils cochent, pour que, avant que l'avion puisse décoller, c'est le checklist des commandes de bord classiques. Et si vous voulez démarrer une grossesse correctement, votre médecin ne va vous demander que 4 ou 5 tests qu'on demande de façon rituelle depuis 50 ans, toxo, rubéole, groupe sanguin, succion albumine dans les urines. On a rajouté le cytomégalovirus depuis quelques temps, et les mêmes tests qu'on demande depuis 50 ans, il y en a 4 ou 5 pour démarrer un bébé. Et pour démarrer un Airbus, il vous en faut 300 ou 350. Alors là, moi j'ai une présentation où il y a 66 diapos, je vais passer vite, mais en fait j'ai une fiche qui reprend au moins 35 items à lister avant de démarrer une grossesse. Donc là, vous avez quelques chiffres pour vous montrer les problèmes qu'on a, les grossesses, les difficultés, les fausses couches hyper fréquentes. Et vous avez un des drames classiques, ce sont des couples qui n'ont pas été bilantés correctement et qui partent dans des parcours FIV, qui se retrouvent dans des galères pas possibles avec des traitements. Et soyez bien sûr que les résultats sont loin d'être assurés. Si vous prenez un traitement pour votre angine, vous êtes pratiquement sûr à tous les coups d'être guéri. Bon, ça va jouer sur le microbiote à côté, vous aurez d'autres problèmes, mais ça marche. Par contre, les traitements que vous allez avoir pour votre hypofertilité, c'est loin d'être gagné. Hein. Vas-y. Donc, contrairement à l'objectif d'une fille, c'est non pas seulement une grossesse, mais donner la vie à l'enfant en bonne santé, et c'est le challenge du problème actuel. J'ai rajouté sans anomalie génitale en plus, parce qu'on a de plus en plus, avec les perturbateurs endocriniens, des anomalies génitales. Alors masculines, c'est des ce sont des hypospades, c'est-à-dire l'urètre qui n'est pas bouché correctement au bout du pénis. Ce sont des cryptorchidies, des micropénis, des bébés qui ont un tout petit pénis, et donc on en voit de plus en plus, et chez les femmes, on ne verra pas la naissance, mais on verra la puberté, ça va être endométriose, un énorme problème, ça va être entre autres endométriose, et des malformations utérines, des utérus bifides et des problèmes. Hein, mais ça, on va le voir que beaucoup plus tard, lors des premières règles. Alors, c'est une présentation où j'ai repris vraiment, dans l'état actuel de la science, ce que vous devez faire. Donc, cette présentation sera à votre disposition, et vous pouvez peut-être faire des photos d'écran, parce que je ne vais pas vous énumérer. Vous voyez, je vous parle œstrogène, progestérone. Si je vous lis ce que font certains orateurs mot par mot, tout ce qui est écrit, vous allez tous vous endormir. Par contre, vraiment, ce qui est important, regardez bien, ce sont des deux paramètres. Je vais récupérer mon bâton. Alors, regardez bien les chiffres. Œstrogène, progestérone après l'ovulation. Attention, vos médecins ne vont pas vous proposer de faire ces tests après votre ovulation. Ça, c'est vraiment important que vous ayez ces chiffres.
que si vous manquez d'œstrogène, ou si vous avez un taux de progestérone trop bas, au passage progestérone, eh bien, vous ferez des fausses couches à répétition, vous n'arriverez pas à faire votre bébé. Alors, avant d'aller vous retrouver avec des fausses couches, quelquefois 3, 4, 5, 6, 10 fausses couches, vérifiez au moins ces chiffres. Et ça se soigne très facilement si vous avez une insuffisance ovarienne précoce ou si vous avez un problème de carence en progestérone. Hein, donc ça, vraiment, essayez de vous souvenir de ces deux chiffres. Vas-y. Optimiser l'ovulation, c'est évident. Vous pouvez traiter les syndromes prémenstruels uniquement avec de la progestérone naturelle. Vous avez intérêt à peut-être préférer un gel que les comprimés que vous pouvez prendre parce que vous avez du dioxyde de titane dans la progestérone qu'on va vous proposer. Le dioxyde de titane, c'est une nanoparticule. Alors, vous avez intérêt à prendre un gel naturel que vous allez utiliser dès la période prémenstruelle où vous avez un syndrome prémenstruel. Ça peut être 2 ou 3 jours avant les règles, 1 semaine ou même 15 jours avant, avec un bémol quand même sur le progestogène, c'est que si vous avez un syndrome dystrophique, c'est-à-dire que vous avez un syndrome prémenstruel très violent avant vos règles, avec en plus une dépression, quasiment un désir de suicide, des énormes poussées de désir de sucre, là vous allez mal transformer au niveau hépatique votre progestérone en allopregnanolone et vous aurez intérêt à prendre plutôt de la progestérone par la bouche plutôt que de le prendre en gel ou dans le vagin. Voilà, tu peux faire avancer. Donc les signes de carence, je ne vais pas vous les énumérer, mais on les voit de plus en plus souvent et de plus en plus souvent chez des femmes jeunes. Hein. Beaucoup de femmes, dès 35 ans, sont déjà en préménopause. Je sais que je vous choque en vous disant ça. Et vous avez une insuffisance ovarienne à cause des perturbateurs endocriniens, des problèmes nutritionnels, des problèmes de microbiote qui surviennent de plus en plus tôt. Hein, donc ne vous dites pas c'est à 50 ans. Actuellement, vous avancez l'horloge de 5 à 10 ans. Regardez bien tous ces symptômes avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, les problèmes dystrophiques, et vous préférez les formes orales avec du GABA, et là, vous allez bien gérer votre syndrome prémenstruel, vous serez beaucoup mieux. Parce que pour certaines femmes, c'est un véritable calvaire. La période prémenstruelle est une période terrible. Localement, vous pouvez aider, évidemment, avec des crèmes locales à l'œstriol. Donc ça, on est toujours sur le premier des 35 points à lister. Tiens, si tu veux avancer. En cas d'aménorrhée, vous pouvez faire un test. Si dès 35-40 ans, vous n'avez pas vos règles, faites des tests biologiques pour voir si vous avez une FSH élevée, les taux d'œstrogène, progestérone, test du faston. Si le test n'est pas correct, à ce moment-là, ça vaut le coup de vous dépêcher de prendre une décision. Vas-y. Prolactine, vérifiez toujours correctement la prolactine, ça doit faire partie du bilan, c'est évident. Alors il y a des formes importantes, si vous avez une prolactine élevée, méfiez-vous parce que vous avez des formes, on appelle des formes monomères avec les formes Big Big, donc il faut aller plus loin dans les tests. Et la prolactine, il y a une pré-analytique importante, il faut être bien reposé avant, pas de stress, si possible vers 10h du matin si vous le pouvez. Mais si vous arrivez en courant au laboratoire, vous êtes stressé, vous avez peur de l'aiguille pour le prélèvement, vous allez artificiellement augmenter votre prolactine. Donc méfiez-vous de bien faire correctement le dépistage, parce que si vous avez une prolactine élevée, vous allez bloquer vos ovulations, vous n'arriverez pas à faire un bébé. Il faut évidemment, alors, en médecine, vérifier qu'il n'y a pas un adénome hypophysaire, mais beaucoup plus souvent, ce sont ces causes-là, stress, hypothyroïdie, hyperostrogénie, et un coup classique qu'on voit chez les petits rats d'opéra, et les massages excessifs. Si vous êtes très amoureuse, qu'on vous masse les seins tout le temps avant les prélèvements, ça va faire augmenter les taux de prolactine. Alors méfiez-vous, restez calme, entre guillemets. Alors, hypothyroïdie, une cause absolument majeure d'hypofertilité. Les enjeux sont considérables. On va reprendre en 2 mots tout ce qu'on a dit lors de la conférence précédente, mais il vous faut le
le test qui n'a aucun intérêt, c'est la TSH, mais en tout cas, il faut absolument que votre TSH soit inférieur à 2 et doit tourner autour de 1,5 pour votre TSH. Hein. Là, c'est le mauvais test. Vous avez bien compris qu'il faut demander T3, T4, les signes cliniques. Mais si on vous demande au moins une TSH qu'elle soit correcte, vous éliminez obligatoirement une maladie d'Hashimoto. Il faut absolument le faire. Hein, donc, et vous imposez ces taux-là. Mais vous devez éliminer Hashimoto. Vas-y. Les tests importants, pour les tests, essayez de bien noter ces deux valeurs qui sont particulièrement importantes. Si vous voulez un bébé, il faut impérativement que votre T4 soit supérieur à 14 bémol, parce que votre T4 va se transformer dans le placenta en T3, et la T3 ne devient efficace sur la thyroïde d'un bébé qu'à la 20e, 18 ou 20e semaine. Et auparavant, c'est la thyroïde de la mère qui fonctionne, qui passe par le cordon, qui va passer par le placenta. Donc si vous avez un mauvais taux de T4, cette T4 ne se transformera pas correctement en T3 dans le placenta. Et là, il y aura un gros problème. Donc il vous faut un bon taux de T4. Ça, c'est absolument indispensable. Alors si on n'était pas en 2025, on s'arrêterait là. Mais entre-temps, vous avez les perturbateurs endocriniens qui vont attaquer votre pancréas, tout ce que vous pouvez avaler toute la journée, va se mettre sur le pancréas et ça va bloquer la transformation T4, T3 dans le placenta. Et ça va être une catastrophe parce que le cerveau de votre bébé, dans les 2 premiers mois de la vie intra-utérine, aura une mauvaise imprégnation en T3 et ça va être une catastrophe pour lui. Donc vous avez des rapports qui coûteraient au conditionnel pas très cher à faire. C'est le rapport T3 sur thyroïde béniglobuline, c'est-à-dire le rapport de la T3 sur la protéine qui transporte, et le rapport T3 sur T3 reverse. Et ce qu'on appelle le ratio T4-T3, c'est-à-dire avoir un bon taux de T4 par rapport à la T3. Vous voyez, donc vous devez avoir à peu près 4 fois plus de T4 par rapport à la T3. Donc si les laboratoires vous sortez correctement ces deux rapports, le ratio et une TSH inférieure d'un 5, vous videz la moitié des cabinets d'orthophonie, vous aurez infiniment moins de crétins, on rattrape dans les 10 ans les Chinois, vous avez vu la course qu'on a actuellement, je vous ai montré tout à l'heure ce qui se passe actuellement en Chine, et ça ne vous coûterait rien. Il faudrait que les laboratoires nous mettent correctement les valeurs, et que vos médecins adaptent correctement les taux. Et une boîte de tirage, ça vaut 3,50 € comprimé, il faut un quart comprimé par jour en moyenne. Vous voyez à peu près, ça coûte des taux absolument dérisoires, des coûts pour la santé absolument dérisoires. Alors par ailleurs, l'hypothyroïdie, il faut que tous les dysmodes, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, je n'en reviens pas, vous devez tenir compte des symptômes cliniques, les perturbateurs endocriniens. On ne revient pas sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Didier, tiens, j'ai un petit témoignage aussi. J'ai une dame, il n'y a pas très longtemps, elle était depuis 20 ans en train de galérer avec sa thyroïde. Et en fait, on lui avait tout, ils avaient essayé de faire un truc, de changer les traitements, tout ça. Et en fait, cette dame, elle avait une carence en vitamine A. Elle avait une profonde carence en vitamine A, et du coup, en mangeant du foie de morue et du foie de tous les temps, elle a remonté sa vitamine A. Alors, tu as parfaitement raison, la vitamine A, le tel précurseur, la bêta-carotène. Alors, si on peut, je ne sais pas s'il y a là, on peut le doser facilement, tu peux demander bêta-carotène, vitamine A, et quelquefois tu as un bêta-carotène très élevé et une vitamine A effondrée ou très basse. Et alors là, c'est un cycle de carence en T3, parce que la transformation bêta-carotène, vitamine A, elle dépend de la T3. Mais du coup, la vitamine A est nécessaire pour les récepteurs nucléaires dans l'antiroïdienne. Et oui. Alors, le problème que tu as avec la vitamine A, c'est qu'elle tétanise les médecins parce qu'à forte dose, elle est tératogène. Donc les médecins ont souvent donné, alors c'est dans tous les référentiels de l'OMS, il faut que les taux de vitamine A soient corrects. Mais on sait que les fortes doses peuvent avoir des enfants mal formés, donc on a souvent donné. Et puis, autre problème, c'est que dans les laboratoires, on n'en a plus actuellement. Il faut demander aux patients de manger de l'huile de feu de morue, et des œufs, du jaune d'œuf, tu vois, il n'y a pas moyen de l'avoir. Et tu regardes maintenant, de toute façon, la plupart des compléments alimentaires, c'est que du bêta-carotène, c'est précurseur de vitamine D, il n'y a jamais de vitamine D en général. Tu as bien raison, et ça c'est un autre gros problème, parce que si tu donnes que du bêta-carotène, et que tu as une hypothyroïdie, tu vas mal transformer ton bêta-carotène en vitamine A. Alors il y a un bon signe que vous pouvez observer
pour ces problèmes, si vous transformez mal la bêta-carotène en vitamine A, ça va être la paume des pieds, la paume des mains jaune. Hein, vous regardez les pieds, c'est moins facile, mais vous avez des patients qui ont la paume des mains toute jaune, c'est le bêta-carotène. Bon là, le diagnostic est facile. Hein, vous savez que vous avez déjà un T3 qui ne marche pas, que vous êtes carencé. Bon, vous mangez 2 œufs le matin, vous avez déjà récupéré et vous achetez du biophane de morue et vous récupérez. Mais tu as tout à fait raison, hein, il faut que tous les cofacteurs soient aux normes hautes. Alors là, je ne reviens pas sur ce qu'on a dit, iodurie, DIO2, tous les bilans dont on parle, homozygote, hétérozygote. Là, vous pouvez les prendre en photo cette diapo. Ouais. Les vitamines dont on a parlé tout à l'heure, alors méthylcobalamine, et je reviendrai un tout petit peu après sur l'importance de la vitamine B9, hein, donc les formes méthylées. L'intérêt d'une homocystéine, bon, qui est assez cher, il y a une préanalytique compliquée, mais c'est hyper intéressant. Et demander la ferritine, évidemment, qui doit être supérieure à 60. Donc, quand on a des règles abondantes, quand on a un stérilet, au passage, méfiez-vous du stérilet au cuivre. Le cuivre est pro-oxydant. Alors, déjà, les stérilets hormonales, vous les bannissez définitivement, hein, les Mirena, GDS et autres. Alors, ça, c'était oublié complètement. Et le stérilet au cuivre, prudence, parce qu'il est pro-inflammatoire. Bon, il faut souvent gérer les problèmes de contraception, évidemment, mais stérilet au cuivre, méfiez-vous. Et les ferritines, qui sont la plupart du temps effondrées, il faut les remonter. Alors moi, je donne très souvent, plutôt que de donner du fer, on essaie de réguler les règles avec la progestérone naturelle pour avoir des règles moins abondantes, et vous pouvez compenser avec de la lactoferrine, qui est une protéine qui transporte le fer et qui permet de réguler. Donc vous remettez le microbiote d'aplomb, vous limitez les sédiments avec que de la progestérone naturelle, et vous donnez un peu de lactoferrine pour contrôler 3 ou 4 mois après, et vous remarquerez que le fer va remonter. Et le fer est hyper important. Si vous avez une carence en fer, vous bloquez vos récepteurs, vous allez bloquer la transformation T4, T3, enfin le fer est absolument indispensable. Alors la lacto, du coup, ça coûte très cher ici, hein, il n'y a rien en dessous de 6 000 francs pour la lactoferrine, donc on peut en commander. On peut en commander sur les sites, et du coup tu parles de la lactoferrine pour les 25 €, tu vas avoir 60 gélules de lactoferrine. Voilà, alors, je sais, oui, il y a un coût. Mais déjà, au moins avoir des règles de 3 jours, pas des règles de 10 jours. Hein, et si on a un stérilet avec des règles de 10 jours, évidemment. Hein. Alors, on va parler sur la diapo après de la forme méthylée qui est hyper importante. Alors, il y a un congrès récent à Paris, justement, sur la forme méthylée de la vitamine B9. Alors, je ne veux pas vous faire peur, mais les 2 conséquences, quand même, où est-ce que c'est noté? Vous voyez le syndrome UMFA, voilà, qui est très très important là, regardez bien ça. C'est-à-dire, s'il y a 2 choses que vous devez retenir, c'est qu'il faut prendre la forme méthylée, hein, et si vraiment vous faites des fausses couches à répétition, qu'il y a des problèmes, il est possible que vous ayez un problème avec la MTHFR réductase qui permet de transformer la forme inactive en forme active, et vous ne devez pas dépasser 600 microgrammes. Si vous prenez par exemple la B9 classique à 5 mg, vous allez non pas avoir un effet positif, mais vous allez avoir un effet délétère, ça va être toxique. Donc prenez les formes méthylées sans dépasser 4 à 600 microgrammes. Et si vous faites ça, vous limitez les risques de fausses couches à répétition, spina bifida, fente palatine, et puis par ailleurs, sur le plan cardiovasculaire et autres, vous serez beaucoup mieux. Et d'ailleurs, du coup, c'est ce qui me permet par exemple de pouvoir choisir, parce qu'il y a beaucoup de compléments alimentaires. Si vous regardez en fait les compléments alimentaires, vous voyez une forme de B9 qui est non méthylée, vous changez de complément parce que c'est pas des compléments, c'est obligatoire de mettre une forme méthylée dans les bons compléments alimentaires. Comme pour la B12, on met une B12 active sous forme de méthylcobalamine, parce qu'en fait, sinon les autres formes sont très peu absorbées et très peu actives, donc du coup, ça nous aide à choisir. Voilà, donc il faut la forme méthylée. Et pour la vitamine, comme tu le disais, pour la vitamine B, si tu peux avancer, les vitamines B12, prenez, méfiez-vous du cyanocobalamin. Cyanocobalamin, c'est la B12 que vous allez avoir dans votre pharmacie. Ici, prenez les formes méthylcobalamine, donc les formes méthylées de la vitamine B12, avec du facteur intrinsèque. Et alors les vitamines B12, elles sont souvent très basses si vous avez des IPP. Si vous prenez de la metformine, il y a beaucoup de diabétiques qui prennent du glucophage ici, vous allez effondrer votre taux de B12.
Et on a beaucoup de patients aussi qui sont véganes. Les patients véganes auront des taux de B12 très bas. Donc faites attention à la B12 et dépistez éventuellement, si vous pouvez vous l'offrir, le test d'être sûr que vous n'avez pas une maladie de Berner au passage avec les anticorps facteurs intrinsèques et les anticorps cellules parietal de l'estomac. Mais il faut que votre B12 soit, on le radote à chaque fois, norme haute pour tous vos paramètres biologiques, pas que la B12, vitamine B9, iode, zinc, sélénium, tous vos paramètres doivent être aux normes hautes, on le répète à chaque fois. Je fais une parenthèse pour le sélénium c'est à 120. Alors Alain, je ne sais pas si on peut avoir des séléniums faciles et quel est le prix d'un dosage. C'est assez cher, c'est 30-40 € habituellement en métropole. C'est pas dosé localement, donc c'est le tarif Cerba, en fait, c'est un envoi Cerba. Mais en périconception, il faut demander un taux de sélénium. C'est trop bête parce que le sélénium, la DIO2, séléniodépendant pour la transformation de la T4 en T3, donc vous ne pouvez pas prendre le risque d'un enfant crétin pour 30 €. C'est trop. Et puis le sélénium, en plus, c'est facile à complémenter quand il est bas. Oui. Deux noix du Brésil, c'est des apports sélénium quotidiens. Tout à fait. Ouais. Au passage, ici, le sélénium, c'est un très bon chélateur du mercure. Donc, comme on a beaucoup surdosage en mercure ici avec les poissons du large, le fait d'avoir 4 noix du Brésil par jour, je pense que c'est pas abusé. Oui, non, tout à fait. Il y a d'ailleurs une étude sur le mercure dans le sang placentaire qui a été faite ici. Je t'en parlais de Guinée. Donc, on a trouvé des taux évidemment très élevés, mais c'était contrebalancé par des bons taux de sélénium. Apparemment, il n'y a pas trop de carence en sélénium. Non, le sélénium, il faut y aller. Bon, on parlait tout à l'heure de la vitamine A, là je vous ai donné les chiffres, donc important. Et je vous rappelle que la vitamine A, il ne faut pas en avoir peur. Vas-y, oui, continue. Le zinc, alors, attention, le zinc est un élément absolument majeur qui rentre dans tous les problèmes d'immunité. Il y a une grosse étude, moi je travaille beaucoup dans les missions humanitaires, l'OMS impose aux enfants, alors on sort du sujet mais je vous donne quand même l'étude, dans les gastroentérites chez un enfant, une gastroentérite c'est la première cause de mortalité chez les enfants dans les pays en voie de développement. Un enfant qui fait une gastroentérite, si vous le tirez d'affaire et que vous ne lui donnez pas d'iode, son immunité va s'effondrer et un mois après il en fait une autre qui va être létale, qui va le tuer. Si vous le remontez avec 20 mg par jour pendant 3 semaines en zinc, vous allez booster son immunité et ça va éviter que la deuxième gastroentérite le tue. Donc, pour vous dire que c'est absolument majeur, à l'époque Covid, si on avait donné du zinc à tous nos patients Covid, on aurait eu infiniment moins de drames. Donc, n'oubliez pas, le zinc, vous devez absolument en prendre et vous supplémenter. Vous devez, suivant les unités, vous devez être à 1 ou 1000, ça va dépendre de votre laboratoire, mais vous devez être norme haute, autour de 1000. Et alors, vous ne serez pas très content du zinc, parce que si vous en prenez plus de 30 mg, vous aurez des nausées, vous serez mal à l'aise avec. Donc l'idéal, c'est que vous le prenez au coucher et vous endormez après, vous allez bien tolérer votre zinc. Et souvent, il faut prendre 30 mg pendant 2-3 mois pour remonter correctement votre taux. Sinon, ça ne marchera pas. Et si vous avez un bon taux de zinc, alors bon, pas moins pour la Polynésie, mais pour l'hiver, vous voyez, pour toutes les maladies hivernales qu'on a en Europe, vous passez l'hiver tranquille, ne faites pas embêter avec les rhumes, les rhinos, les grippes, ainsi de suite, vous serez bien mieux. Bon, vous diminuez diminuer la réserve ovarienne. Par ailleurs, attendez, là, on est sur le zinc, bon, là maintenant on parle à la DHA, pardon. Il n'y avait pas une diapo avant, excuse-moi. Avant. Voilà, zinc, alors là on a parlé, je voulais vous parler du rapport zinc-cuivre. On parlait tout à l'heure des stérilés au cuivre. Le rapport zinc-cuivre est très intéressant parce que le zinc est inflammatoire, pro-inflammatoire. Donc ce rapport zinc-cuivre est particulièrement intéressant. Tiens, vas-y, tu peux avancer. Alors, DHA, prégnénolone, il vous faut absolument, pour un bébé, avoir un bon taux de DHA. La DHA n'est pas une hormone, c'est le précurseur de vos hormones stéroïdes. Donc, vous savez que le précurseur du cortisol, de l'aldostérone, de la testostérone, de l'œstrogène, de la progestérone, donc, vous avez toutes vos hormones stéroïdes qui vont dépendre
du précurseur qui est la prégnénolone et le précurseur qui est aussi la DHA. Donc votre DHA doit être aux normes hautes pour votre créneau d'âge. Et ça, il faut vous l'imposer. Si vous manquez de DHA, ben vous serez fatigué, vous aurez un taux de testostérone qui sera bas, vous allez prendre du poids, vous aurez de la cellulite, vous allez avoir une fatigabilité à l'effort, vous aurez une libido effondrée, vous serez mal dans votre peau, vous serez très mal. Alors par contre, arrêtez absolument si vous démarrez une grossesse. Parce que si la DHA, en fonction de vos aromatases, en fonction de votre niveau enzymatique d'aromatase, les aromatases transforment la testostérone en oestrogène. Donc si vous démarrez une grossesse, dans la mesure où vous ne savez pas comment fonctionnent vos aromatases, vous risquez de viriliser un bébé femelle ou l'inverse pour un bébé mâle. Donc dans le doute, par sécurité, évidemment, vous arrêtez tout. Alors moi je demande très régulièrement un test qui est très décrié, qui est le sulfate de prégnénolone. Il est très souvent effondré, c'est le précurseur de la DHA. Vous avez, j'aurais dû mettre un schéma, vous avez le cholestérol, prégnénolone, DHA et ensuite toutes les hormones stéroïdes. Donc si vous avez un taux bas de cholestérol parce que vous prenez des statines, parce que vous êtes vegan, parce que vous avez la phobie des graisses, vous aurez un taux bas de prégnénolone, vous aurez un taux bas de toutes vos hormones, vous aurez un taux bas d'œstrogène, un taux bas de progestérone, évidemment vous ne ferez pas votre bébé, vous n'y arriverez pas. Vous serez complètement épuisé, vous serez mal. Et si vous avez un taux bas de sulfate de prégnénolone, vous avez un symptôme majeur qui va être des troubles de la mémoire. Vous serez fatigué, vous ne savez plus où vous avez votre voiture, votre numéro de carte bleue, enfin vous êtes un vrai légume. Oui. Je pensais que le sulfate de prégnénolone c'était trop variable dans le temps. Alors tu as raison, on peut demander la prégnénolone, et c'est un test qui est décrié, qui est pas qui a beaucoup de fluctuations. Mais moi, pour les patients qui sont en hypofertilité ou qui ont des troubles cognitifs, dans les troubles cognitifs, je demande alors systématiquement le sulfate de prégnénolone, parce que dès qu'on remonte leur taux de prégnénolone, on en parlait avec Alain, on remonte le taux de prégnénolone, on remonte le taux de T3 s'ils ont une hypothyroïdie mal traitée, vous donnez du PQQ, qui est pour booster le fonctionnement des mitochondries. Vous voyez le patient 3 ou 4 mois après, il est transformé sur le plan cognitif. Et si c'est une jeune femme, elle vous fait un bébé, parce qu'elle va se retrouver avec les bons taux d'œstrogène, progestérone, enfin tout ça va fonctionner, elle va se remettre à ovuler, enfin tout va marcher. Voilà, gluten, encore, on ne va pas énumérer tout ce que je vous dis, il y a plein de publications, gluten et fertilité. Donc attention, la maladie cœliaque, elle est rare, ça va être l'augmentation des anticorps transglutaminables, on en voit très peu. Par contre, les intolérances au gluten, il y en a plein, on en voit beaucoup. C'est responsable de fausses couches à répétition et il faut absolument, les publications, on les a, limiter les produits à base de gluten parce que les intolérances à la gliadine, elles sont hyper fréquentes. Et puis, on a de plus en plus des gliadines qui sont bidouillées, trafiquées par l'agroalimentaire. Donc, le gluten en périconception à bannir. Coenzyme Q10, hyper intéressant. Coenzyme Q10, c'est le moteur de vos mitochondries. Les mitochondries sont des éléments dans les cellules qui vont permettre à vos cellules de fonctionner, de bien marcher. Et si vos mitochondries fonctionnent mal, eh bien, vos cellules fonctionneront mal, vous n'arriverez pas à faire un enfant, vous aurez des problèmes avec vos bébés, vous voyez, tout ira mal. Donc il faut que vous ayez un taux aux alentours de 1000 pour le Q10. C'est vraiment important d'en prendre. Et vous supplémentez si ce n'est pas le cas. Vous pouvez aller plus loin avec des dosages lactate, CPK et coenzyme Q10 pour être sûr que vous soyez à des taux corrects. Et vous pouvez associer un des précurseurs qui est le PQQ. Mais vous devez avoir un Q10 aussi dans votre checklist dont je vous parlais tout à l'heure, des 35 points, ça doit rentrer en ligne de compte. Alors, vous n'allez pas faire tous ces examens uniquement si vous êtes à 3 mois sans bébé. Vous allez le faire quand vous êtes déjà en situation d'échec, que vous avez eu déjà 2 gynécos, que vous en avez marre, que vous êtes déjà votre deuxième FIV, et que, vous voyez, là, vous allez quand même essayer d'avancer. Vitamine D, en fait, c'est une hormone. Il faut, là aussi, ça a été validé
Hein, il y a des études qui ont montré que si vous avez un mauvais taux, il faut que vous soyez autour de 60-70 nanogrammes. Votre vitamine D, il faut absolument qu'il soit aux normes hautes. Hein, la vitamine D est une hormone stéroïde, ce n'est pas une vitamine, et vous devez contrôler les 25-OHD3, qui est ce que vous avez demandé à votre biologiste, et votre taux doit être haut, et vous allez prendre des doses tous les jours, pas par trimestre ou par semestre. Tous les jours, vous allez adapter. Les doses sont très très variables en fonction de votre intestin, en fonction des récepteurs VDR que vous allez avoir dans l'intestin, de votre exposition au soleil. Oui, ça va jouer sur plein de facteurs. Mais votre taux doit être élevé, et les doses dont vous allez avoir besoin vont fluctuer souvent entre 2000 et 10 000 unités. Hein, vous pouvez aller, on a des patients qui sont à 10-15 000 unités par jour de vitamine D. Et ne vous dites pas que vous habitez en Polynésie, il y a du soleil, vous n'en avez pas besoin. Hein, ça, ne rentrez pas dans cette idée. Hein. Donc, contrôlez-le. Ce qui est pas mal, c'est de le vérifier une fois. Vous supplémentez, vous le recontrôlez 3 ou 4 mois après, et puis après, vous êtes tranquille, vous savez à peu près les doses dont vous avez besoin. Oméga 3, vous avez vraiment intérêt à prendre de l'oméga 3. L'oméga 3 va vous permettre ça va avec la DHA qu'on appelle l'acide cervonique, hein, pour le cerveau. Vous avez vraiment. DHA et DHA, c'est pas pareil, attention. Hein, la DHA est un acide gras polyinsaturé, la DHA est un précurseur hormonal. Hein, c'est pas du tout les mêmes choses. Hein. Donc l'apport en oméga 3 pour une femme enceinte est absolument indispensable, mais il faut l'anticiper. Il ne faut pas dépasser 1 gramme par jour. Regardez bien, EPA-DHA, que si vous en prenez trop, vous risquez un hématome, ou si vous êtes enceinte, vous risquez un hématome derrière le placenta. Donc dépassez pas 1 gramme parce que ça fait saigner les oméga 3. Donc le mieux est l'ennemi du bien, donc il ne faut pas en prendre trop. Et anticiper, hein, de nombreux mois avant, les Chinois donnent oméga 3 et les traitements préconceptionnels 6 mois avant, dans leur consultation préconceptionnelle. Vas-y. SOPK, donc c'est le syndrome des ovaires polykystiques. SOPK, c'est hyper fréquent aussi. Je suis désolé, hein, vous avez une liste imbuvable que je vous énumère. C'est très fréquent, déficit en oestrogène, excès d'androgène. Il faut faire donc le bilan. Indice de HOMA pour voir si vous avez un prédiabète, donc c'est des trucs très classiques. Dépister une hypothyroïdie, l'hyperprolactine, l'inflammation dans les SOPK, déficit en zinc. Vous voyez, vous devez lister tout ça. C'est-à-dire que si votre gynéco vous trouve un syndrome des ovaires polykystiques, très souvent, il va vous donner de bonnes paroles, il va vous donner une pilule anti-androgène et ça va être terminé. Hein. Alors attention avec ça, évidemment, ce ne sera pas le bon traitement. Vous relistez, vous reprenez tout ça si vous avez un SOPK. Je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais je vous ai donné quand même les éléments essentiels parce que c'est très fréquent, le syndrome des ovaires polykystiques, et vous bilantez correctement votre bilan glycémique, la glycémie. Très fréquent en Polynésie, les problèmes de foie gras. Hein, donc vous avez les stéatoses hépatiques, vous en avez 2 types. Il y en a une très dangereuse qui peut évoluer vers une insuffisance hépatique majeure et des problèmes de cancer du foie. Vous avez un test simple qui est le FIB4, hein, c'est à partir des transaminases et des plaquettes. Si vous dépassez, ce qui est proposé c'est 2,6, tant que vous êtes en dessous, vous êtes relativement en sécurité. Si vous augmentez, vous faites un foie gras. Si vous avez un foie gras, une stéatose, vous allez mal synthétiser toutes vos hormones de la coagulation, évidemment vos hormones thyroïdiennes, puisque la T4 se transforme en T3 dans le foie et dans l'intestin, donc vous serez mal. Et vous avez un nouveau test qui est le LiverPro, qui est un peu plus compliqué, mais qui a, avec tous ces paramètres, associé à une certaine forme d'échographie pour voir si vous avez une fibrose au niveau hépatique, ça vous permet de voir si vous avez un foie gras. Oui. Dans les dernières recommandations sur les stéatoses hépatiques, maintenant il ne parle plus de NASH, je ne sais pas si tu l'as vu, il parle maintenant de MASH,
Oui. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'on disait que c'était une non-alcoolique une stéatite non-alcoolique. En fait, il se trouve que les gens, du fait de leur microbiote, ils fermentent en fait, et c'est des alambics ambulants, et donc ils ont des taux d'alcoolémie qui peuvent atteindre les 0,5 g par litre alors qu'ils ne boivent pas une gramme d'alcool. Et en fait, ces stéatoses sont en fait des stéatoses alcooliques, mais de l'alcool endogène qui est synthétisé par les bactéries. Tout à fait. Oui, très intéressant. L'interférence, on en revient toujours au microbiote, tout à fait d'accord. Neuromédiateurs, très très intéressant. Si je vous parle des neuromédiateurs, c'est pas pour les doser. Le dosage des neuromédiateurs n'est pas fiable. Le dosage des neuromédiateurs, il faudrait qu'on puisse faire des ponctions lombaires pour avoir correctement le neuromédiateur dans le liquide céphalorachidien. Donc vous imaginez que c'est pas du tout facile. Alors vous avez des symptômes classiques pour voir si vous avez des carences en sérotonine, dopamine, noradrénaline. Vous avez un précurseur, la glycéaline, qui est dans le précurseur du GABA. Donc ça, c'est très intéressant pour essayer d'augmenter vos taux de neuromédiateurs. Et pour les neuromédiateurs, évidemment, d'avoir un apport correct en bonne graisse, entre guillemets, et un bon microbiote. Dysbiose, SIBO, bon ça c'est ce qui est à la mode, entre guillemets, dont on en parle toute la journée, l'inflammation de l'intestin grêle ou de l'intestin, du gros intestin. Vous avez des tests pour mettre en évidence l'inflammation de l'intestin grêle, qui est le Brecht test ou test tuberculose, qui n'est pas facile à faire. Je ne sais pas si vous l'avez ici. Le Brecht test, il est compliqué, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un d'entre vous. Ça vous permet de mettre en évidence une inflammation de l'intestin grêle. L'intestin grêle est de plus en plus mis en évidence dans ces problèmes. Pensez qu'il y a certains teignants qui se développent dans le grêle aussi, que dans le grêle, le botryocéphale par exemple. Le botryocéphale, je ne pense pas qu'on en voit beaucoup en Polynésie, mais on en voit beaucoup en Asie, en Afrique. Non, il n'y en a pas de botryocéphale, parce qu'il se développe dans l'intestin grêle et il va entraîner beaucoup de symptômes. Donc il faut le traiter, et le traitement il est facile, donc ça serait bête de s'en passer. Et moi j'ai une attitude absolument systématique dans les dysbioses. Avant de se lancer dans des bilans compliqués, je propose de limiter lait, laitage, gluten, et je déparasite systématiquement. Et je déparasite non pas avec un coup de fluvermal, mais à 3 étages différents, les flagellés avec nétromidazole ou tinidazole ou secnomidazole, ensuite, juste en one shoot, ensuite vous déparasitez avec les vers plats pour le ténia, et là c'est praziquantel, une dose, monodose, et vous pouvez donner pour les vers ronds, c'est-à-dire les oxyures et la scarie, monodose albendazole. Attention à l'albendazole qui est tératogène, attention. Donc vous traitez, mais il ne faut pas qu'une femme ait un bébé dans les 6 mois. Si on est en préconception et que vous voulez déparasiter, attention, ne donnez pas d'albendazole. Vous avez le plan B qui est le combantrin, le pyrandel. Combantrin. Là, vous traitez à ce moment-là secnomidazole, aucune contre-indication, le combantrin pour les vers ronds, et le praziquantel, on en donne à la pelle à Madagascar dans tout le reste du monde. Vous ne craignez rien chez la femme enceinte. Monodose praziquantel, c'est qu'on donne à la bilharziose à Madagascar en gros. Vous ne craignez rien. Vous déparasitez les flagellés, les vers dans l'intestin, et vous regardez. Et vous allez, c'était le cas du professeur Humbert, dont on a beaucoup parlé il y a peu de temps là, à Lyon, sur les microbiotes. Humbert est prof en parasito et spécialiste là-dessus. Et très souvent, vous avez de sacrées surprises. Vous avez des gens qui sont embêtés depuis des années avec des problèmes digestifs, et vous leur donnez un traitement, vous les revoyez un mois après, ils sont transformés. Donc, alors vous pouvez demander des parasitologies des selles, des sérologies, vous ruiner en examen, mais restez clinique, parce que là, ça vaut vraiment pas le coup. Et n'attendez pas d'avoir des vers dans les selles pour faire un diagnostic, parce que 3 fois sur 4, on passe à côté. Donc tout ça pour vous dire, et on ne sort pas du sujet d'hypofertilité, parce que vous avez intérêt à avoir un intestin qui fonctionne bien. Alors vous pouvez faire des tests intéressants pour voir l'intestin perméable. Demandez souvent les CRP et CRP ultrasensibles, parce que si vous avez une CRP élevée à distance d'une infection, c'est le témoin d'une dysbiose. Alors si vous avez une sinusite aiguë, votre CRP sera élevé évidemment, mais si vous n'avez rien de particulier, une CRP élevée, vous avez une dysbiose à tous les coups.
Vous avez un test excellent actuellement qu'on demande, qui est le test moderne, la métagénomique. Métagénomique, ça vous permet de connaître vraiment vos bonnes bactéries dans l'intestin. Et on va savoir lesquelles vous donnez, lesquelles éliminer. Et vous pouvez, alors je sors du sujet avec la grossesse, vous pouvez demander maintenant des métagénomiques dans le vagin. Hein, donc vous avez un test très très intéressant, on en parlera après, mais je fais une parenthèse dès maintenant, qui s'appelle le Fémibiote. C'est pas le simple test dans le vagin de savoir si vous avez des microbes ou si vous avez la gonorrhée, c'est pas du tout ça. Ça vous permet de connaître exactement vos bactéries vaginales, les types de lactobacilles, et savoir si vous avez les bons lactobacilles, comme le lactobacille crispicus. Et si vous avez le bon lactobacille, vos spermatozoïdes vont pouvoir se développer correctement. Si vous avez les mauvais spermatozoïdes, les mauvais lactobacilles, les spermatozoïdes ne pourront pas remonter dans la filière et féconder l'ovule. Donc là, la métagénomique du vagin et le plan vaginal est important. Je fais une parenthèse, juste, je reviens une seconde en arrière sur un sujet, je suis complètement au sujet, mais pas complètement. On demande maintenant, les dentistes qui s'intéressent de plus en plus, font des métagénomiques de la salive, parce que dans le tartre et dans la salive, vous avez plein de bactéries, il y a des entaméba gingivales, des amibes dans les gencives qui peuvent vous entraîner des parodontopathies, enfin oui, d'énormes problèmes. Et on est surpris de voir, comme dans les pays en voie de développement, des villages où les enfants ont des bouches parfaites, et vous faites 10 km, vous allez travailler dans notre village, ils ont des caries partout. Alors il y a le sucre, le brossage des dents, évidemment, tout le monde sait, je reviens un peu là-dessus, mais maintenant, on sait que si vous avez des problèmes malgré une bonne hygiène, des problèmes au niveau de vos gencives et de vos dents, attention, vous avez intérêt maintenant à vous orienter vers le microbiote au niveau de votre bouche, parce que vous allez pouvoir adapter le microbiote et gérer ces problèmes de caries à répétition et autres. Et n'allez pas vous bourrer de fluor avec vos dentifrices, évidemment. Hein. Voilà, donc il y a ça. Et juste un dernier truc, excusez-moi, le FUT2, alors très important, ça aussi c'est un polymorphie génétique au niveau de la FUT2, et si vous êtes non sécréteur, là il faut absolument vous supplémenter, parce que votre intestin va te remettre à bien marcher, vous allez avoir une bonne immunité, et vos synthèses hormonales vont bien se passer, vous allez bien ovuler, et puis toute la mécanique va faire que vous allez être bien mieux. Mais si je vous ai parlé du FUT2 au niveau aussi gynécologique, c'est que les femmes qui ont des vaginites à répétition, qui vont se ruiner chez des gynécos avec des examens, des tas de trucs, vous voyez des tas de trucs, des ovules, elles ont tout essayé, des prélèvements, vous voyez c'est l'enfer, et c'est souvent fréquent. Si vous faites un dépistage de FUT2, vous pouvez les sortir à l'affaire. Donc ça c'est en plan B, hein, vous pouvez le faire. Alors du coup, on ne peut pas faire les tests métagénomiques des selles ici, ça ne fonctionne pas, mais du coup moi je fais des tests indirects urinaires avec les métabolites organiques urinaires. Alors le mou, oui, bactérien fongique qui nous donne quand même des résultats plutôt intéressants, même si c'est pas parfait, mais ça donne déjà des orientations. Et on ne peut pas faire les tests respiratoires, on ne peut pas les faire ici. Le breast test aussi. Ben, on ne peut pas le faire en latin. Malheureusement. Non, mais tu as raison, on demande le mou, c'est excellent. Hein. J'aimerais bien, il faut qu'on négocie avec l'élève pour qu'il fasse les breast tests, ça serait bien. Alors, le sport, non, mais tout à fait d'accord avec toi. Les sports, attention, hein, les sportifs de haut niveau, si vous avez une sportive de haut niveau, il faut qu'elle se calme, parce que ça bloque tout, hein, c'est évident. Et les sportifs, pour vous, mesdames, qui vous font fantasmer avec de beaux muscles et vous craquez, attention, hein, ils sont loin d'être des types exceptionnels sur d'autres plans. Hein. Donc, méfiez-vous des sportifs. Alors, vous pouvez, je crois que tu fais du sport, hein. C'est pas du tout que je sois, comment reformuler. Évidemment, si vous faites un footing tranquille, une partie de tennis, vous faites, évidemment, tant que vous voulez. Mais si vous faites l'ultra trail du Mont Blanc, c'est une connerie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben en fait, moi je fais pas mal de dosage aussi, comme je m'occupe beaucoup de sportifs. Alors en fait, ça se voit beaucoup chez les sports d'endurance longue, donc voilà. Tout ce qui est ultra, tout ça. Les ultra trails, du coup, sont quand même ça carence énormément en testostérone. Et du coup, effectivement, il y a des problématiques de fertilité chez les sportifs. Eh oui, parce qu'ils ont tout dans les muscles, ils n'ont plus rien ailleurs.
Alors, je vous ai énuméré plein de conseils qu'on peut reprendre. Le poids, bon, évidemment, le surpoids et les poids trop faibles, vérifier l'IMC. Un excès de protéines animales aussi. Attention, il faut des protéines le matin, on est d'accord, 2 œufs bio le matin, des protéines, des avocats, tout ce que vous voulez le matin, c'est important. Trop, ça peut être dangereux. Bon, l'indice de HOMA, alors une étude très intéressante. L'indice de HOMA, on en a parlé tout à l'heure, c'est le rapport glycémie sur insuline. Pardon, si vous avez un mauvais indice de HOMA, c'est pas bon, votre indice de HOMA il doit tourner autour de 2,5, 2,6. Si votre rapport entre la glycémie et l'insuline n'est pas correct, ben, vous faites le lit d'un diabète, et évidemment, grossesse, diabète, ça ne marche pas du tout ensemble. Hein. Donc, il faut vérifier, vous êtes obligé de demander un indice de HOMA dans un bilan d'hypofertilité. Alors, il y a une étude passionnante qui est sortie, je vous ai marqué les références, regardez-la ici, c'est l'alcool. Alors, tout le monde sait que l'alcool chez la femme enceinte, c'est marqué sur toutes les bouteilles d'alcool, l'alcool contre-indiqué évidemment. Alors, il faut absolument mettre sur les bouteilles d'alcool, alcool contre-indiqué chez l'homme, parce qu'on sait que ça va jouer sur la spermatogénèse, l'alcool va jouer sur l'ADN du spermatozoïde, et vous avez des syndromes d'alcoolisation fœtale chez les bébés dont le père a pris de l'alcool dans les 3 mois qui ont précédé la fécondation, alors que la mère n'a pas pris d'alcool, attention. C'est l'homme qui en a pris. Et on sait maintenant que les modifications au niveau des spermatozoïdes, par l'alcool, par les drogues, par les médicaments, vous aviez en première page des journaux médicaux il y a quelques jours, un papier qui est sorti sur la dépakine. Maintenant, on sait que la dépakine qu'on donne aux enfants, que les mères ont pris pendant leur grossesse, ont des effets tératogènes diaboliques, et maintenant la dépakine a été retirée et contre-indiquée formellement chez les femmes enceintes. Et les hommes qui ont pris de la dépakine dans les 3 mois qui ont précédé les grossesses ont eu des problèmes dans leur descendance. C'est validé, toutes les études sont sorties. On a les mêmes études maintenant avec le roaccutane, la vitamine A qu'on donne dans les problèmes d'acné. On sait que chez les hommes qui en ont pris, eh bien, il y a des problèmes au niveau de l'ADN et des problèmes chez les enfants. Donc, pour vous dire que les 3 mois qui précèdent une fécondation chez un homme, c'est une période sacrée. L'homme doit arrêter l'alcool, le cannabis, attention aux médicaments, se mettre au vert, limiter l'alcool, le sport en très haut niveau. Ben, il doit se mettre au vert, hein, absolument pas de téléphone portable dans les poches, ainsi de suite. Hein. Donc ça, cette histoire d'alcool, attention, hein, c'est très intéressant. Bon, le tabac, l'alcool, tout ça, on vient d'en parler. Le tabac pour la spermatogénèse, on en parlera pour l'homme tout à l'heure, c'est très important. Les anti-inflammatoires à bannir, hein, vous devez oublier la classe des anti-inflammatoires. Hein, l'Advil, l'ibuprofène, tous ces trucs-là, vous oubliez, hein, c'est évident. C'est formellement contre-indiqué chez la femme enceinte et en périconception. Des milliers de morts et de problèmes avec les coccides. Il y a des procès aux États-Unis énormes avec le Vioxx, hein, qu'on a donné à la pelle il y a quelques années. Hein, donc tous ces trucs-là, vous arrêtez ces anti-inflammatoires. Oui. Le cortisol, encore, on a une bouteille à l'encre, hein, vraiment la mère, une chose vraiment importante, on manque de cortisol hyper fréquent, soit en trop, soit en excès. On parlait tout à l'heure pour la thyroïde de l'importance du cortisol et de demander le cycle salivaire. Tu me disais que c'était possible ici, hein, intéressant. Vous pouvez si vous ne demandez pas de cycle salivaire, vous avez 2 tests que vous pouvez éventuellement demander, qui est la CBG, qui est le corticoïde malglobuline, la CBG, ou l'ACTH, qui est la commande hypophysaire du cortisol. Ça peut être un bon moyen parce que si vous avez un manque de cortisol, eh bien vous aurez tous ces symptômes, vous serez effondré, fatigué, vous aurez tous ces problèmes, et vous aurez des difficultés, vous n'allez pas ovuler, hein, vous ovulerez mal. Donc, vous avez intérêt à bien vérifier votre cortisol et vous allez avoir souvent une baisse de cortisol si vous êtes dans des périodes où vous avez beaucoup d'ennuis. Un divorce, des deuils, des problèmes familiaux, plein d'ennuis qui vous tombent dessus. Vous allez vous retrouver à burn-out, vous allez être, vous serez pas mal, vous serez très mal. Une femme en burn-out, elle ne risque pas de faire un bébé. Magnésium. Hyper intéressant, le magnésium, on en a besoin tous les jours, il ne faut pas en prendre par cure,
Et vous avez plusieurs types de magnésium. Si vous êtes constipé, il y a le citrate, bicyclinate, et vous en avez un qui est pas mal, le alpréonate. Quand vous avez des difficultés cognitives, de concentration, de mémoire, le tréonate est très intéressant, associé au PQQ, à un bon taux de T3, vous allez améliorer considérablement votre mémoire. On a des patients, 3 ou 4 mois, vous remettez leur thyroïde d'aplomb avec un bon taux de T3, vous leur donnez du PQQ, vous leur donnez un bon coup de magnésium, vous mettez leur geste de vie, vous voyez alcool, intestin, microbiote, vous les revoyez 3 mois après, le cerveau fonctionne. Vas-y. Perturbateurs endocriniens, on en a parlé tout à l'heure, et femmes enceintes, évidemment, ou périconception, vous devez être absolument draconien. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas une journée où on n'en parle pas dans la presse, les médias, tout le monde en parle. Barbara Domenex, dans tout ce livre, Cocktail toxique, vous en parle en détail. Je reparle, on en a parlé tout à l'heure, achetez le livre de Domenex qui est remarquable, le Cocktail toxique. Vous avez tout un chapitre sur la thyroïde et vous avez, pour les bébés, tout un chapitre sur l'ocytocine, qui est une hormone absolument majeure et qui est hyper intéressant parce que l'ocytocine, au moment de l'accouchement, quand il y a des violentes contractions de l'utérus pour l'expulsion du bébé, va passer par le cordon et dans les minutes ou dans les heures qui suivent, l'ocytocine va accentuer la maturation du système nerveux central du bébé. Donc l'ocytocine est majeure. Tout ça pour vous dire que tous ces perturbateurs endocriniens vont jouer sur toutes ces hormones. Hein. Voilà. Si tu peux juste revenir en arrière, peut-être là, je voulais vous parler de la notion de DOA, qui est très importante en périconceptionnel, parce que c'est un effet transgénérationnel. C'est-à-dire que vous avez Je vous donne un exemple. Par exemple, si vous êtes diabétique et que vous mangez, vous avez un régime alimentaire complètement déséquilibré, vous avez pris 30 ou 40 kilos, vous êtes mal et que vous démarrez une grossesse, là, malheureusement, votre bébé, dans ses gènes, par des polymorphies génétiques, vont se retrouver avec un risque majeur d'obésité. Par contre, ce sont des effets qui peuvent changer. C'est-à-dire que si vous redevenez vertueux, vous arrêtez le tabac, l'alcool, vous revenez avoir une glycène, et bien à ce moment-là, vos télomères, vos chromosomes vont changer et vos enfants profiteront de votre changement de régime alimentaire. Oui, une grosse femme obèse aux États-Unis, elle est quasiment sûre, même si son bébé fait attention et son enfant fait attention à sa diététique, d'avoir un enfant en obésité ou un problème. Alors que si pendant sa grossesse elle a fait très attention, elle limite la casse. Maintenant, c'est ce qu'on appelle ces effets transgénérationnels et la notion de DOA, très intéressant. Alors, on peut faire des détox au passage. Les détox sont intéressantes avant une grossesse, mais vous avez une détox à surtout ne pas faire. Ça va être une perte de poids très importante avant de démarrer une grossesse. Parce que dans vos cellules graisseuses, vous avez tous les perturbateurs endocriniens qui vont être relargués et le bébé va en profiter évidemment à ce moment-là, dans le placenta. Donc si vous décidez de perdre 10, 15, 20, 30 kilos avant de vouloir mettre en route une grossesse, c'est pas une bonne idée. Il faut le faire, c'est bien de vouloir maigrir, mais il ne faut pas le faire à ce moment-là. Hein, donc là, j'ai un peu tout repris. Vous pouvez doser les perturbateurs endocriniens, on en a parlé tout à l'heure, mais vous allez surtout vous faire peur. Méfiez-vous, une tasse de café, c'est 100 mg, un expresso. Donc vous pouvez prendre un expresso par jour, c'est bon. Si vous en prenez 5, vous êtes dépendant, attention. Hein, donc avec 4 à 5 tasses par jour, vous diminuez la fertilité, c'est validé. Et vous avez une dépendance à la caféine déjà. Donc prudence. Mais le café en soi, si c'est un café le matin, bon, il n'y a pas de problème. Mais prudence. Et évidemment, tout ce qui contient la caféine, les Red Bull, les Coca-Cola et autres, attention. Alors, trouble de la coagulation quand on est en échec, j'ai bientôt fini, on arrive bientôt à la fin, je suis désolé, mais je vous avais parlé du checklist des pilotes d'avion. Vous voyez, il faut tout reprendre quand on a une hypofertilité, il faut lister un par un tous les trucs, tous les items
en partant, les premiers, évidemment, ça va être l'œstrogène, progestérone, thyroïde. Et puis, si vous êtes toujours en échec, vous reprenez tout ce que je vous énumère de façon scolaire. Hein, vous allez vérifier qu'il n'y a pas un problème, évidemment, avec les protéines S, protéines C, c'est hyper intéressant avec l'homocystéine. Ça, vous devez absolument le contrôler. Ce qu'on appelle, j'ai oublié de le noter, mais il y a des protéines de l'Éden. Hein, si vous avez une protéine C, ABC, il faut vérifier qu'il n'y ait pas un problème avec l'Éden. Évidemment, les anticorps antiphospholipides, si vous faites des fausses couches à répétition, il faut absolument le vérifier. Et là, vous aurez une indication d'aspirine pendant votre grossesse. Mais ça, vous devez le contrôler. Oui. Le glutathion, hyper important. Ça, vous devez. Alors, je ne sais pas si on peut le faire, le glutathion. Vous pouvez le doser? Ouais. Alors, la préanalytique est compliquée. Hein. Il faut que ça soit bien prélevé. Enfin, je ne sais pas, là, peut-être pour le glutathion, je ne sais pas comment. Je ne l'ai jamais prescrit. Ouais, c'est pas facile, mais c'est un antioxydant majeur. Moi, j'ai des cas de patients qui n'arrivaient pas à avoir l'enfant, qui avaient des glutations complètement effondrées. On leur remonte leur taux. 3 mois après, il a une grossesse des mains. Hein. Donc, c'est intéressant. Hein. Le glutathion, pensez à le vérifier, c'est important. Je vous ai noté les aliments qu'en contiennent. Et puis, vous avez le NAC, hein, il y en a ici, vous en prenez, hein, il faut vous remonter. Alors, évidemment, bilan des infections génitales, ça doit être normalement, quand il y a une hypofertilité, votre médecin, votre gynéco, vous a demandé le chlamydia, le HPV, il a fait le grand jeu. Hein. Donc, normalement, un patient que vous devez voir, quand on voit des patients sur une hypofertilité, normalement, on leur a fait toute ce checklist. Hein. Et vous vérifiez, maintenant il y a un nouveau score qui est non plus le score de Nuget, mais qui est le score Valencia, comme la ville de Valencia, qui est un score qui permet de savoir si vous avez une bonne immunité vaginale. Donc votre taux de Nuget doit être entre 0 et 3, pour savoir en fait si vous avez les bons lactobacilles. Vas-y. Chlamydia, bon évidemment vous surveillez les chlamydia. Moi qui travaille beaucoup dans les pays en voie de développement, il faut penser à bilharziose, tuberculose, syphilis, hein, c'est évident. Quand vous arrivez à Madagascar, dans les hauts plateaux, quand on arrive dans les hauts plateaux malgaches, les femmes vous agressent en arrivant, en courant, pour que vous les aidiez à être enceintes. Parce qu'elles n'arrivent pas à être enceintes et elles sont répudiées dans les villages. Parce qu'elles chopent toutes, malheureusement, elles ont toutes les bilharzioses. C'est une maladie parasitaire qui peut leur boucher leur tronc. Elles ont des relations sexuelles dès l'âge de 12-13 ans et elles chopent évidemment des chlamydia, des maladies infectieuses qui vont boucher leur tronc. Il y a de la tuberculose partout, dans les hauts plateaux malgaches, la syphilis évidemment. Donc elles sont stériles à 14-15 ans. Toutes les filles ont des enfants à 14-15 ans. Elles n'y arrivent pas, elles sont malheureuses parce qu'elles sont leurs amis ou leurs copains les envoient balader, elles n'ont pas d'enfants. Et là, c'est définitif, hein, vous pouvez pas les. Enfin, malheureusement, c'est trop tard. Alors, tout ça pour vous dire que juste une petite marche arrière, il faut quand même y penser. Alors, ici, en Polynésie, vous n'en voyez pas tuberculose, maintenant c'est exceptionnel. Les syphilis, ça existe, hein, syphilis, hein, il y en a quand même, hein, attention. Alors, hyper intéressant, le microbiote vaginal, ça c'est la médecine de demain. Hein, le vagin, c'est pas un vulgaire tuyau, hein, le vagin est un organe immunologique absolument majeur, et vous devez, dans le microbiote, avoir les bons lactobacilles. Hein, si vous n'avez pas les bons lactobacilles, ça va être dramatique pour le bébé, hein, pour la fécondation. Alors, vous pouvez demander un fémibiote, qui est un truc un peu compliqué. Et il faut bien savoir que maintenant, le microbiote du vagin n'est pas le même que celui du col. Au niveau du col de l'utérus, vous avez un microbiote qui est différent. Et vous avez un microbiote dans l'endomètre qui est différent. Oui, donc l'intérêt maintenant de demander le microbiote vaginal, ça va être d'adapter correctement le microbiote local. Alors on est embêté en Europe parce que les probiotiques vaginaux sont interdits. Je ne sais pas si ici vous en avez. Non, ils ont interdit aussi. Toi aussi, oui, ici. Alors c'est stupide, c'est une réglementation européenne stupide.
et on ne peut pas en avoir. Au passage, j'ai pas assez insisté, vous éliminez une vaginose. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé des flagellés, des trichomonas. Hein, si vous avez une vaginose, vous allez majorer vos risques d'hypofertilité, et si toutefois vous êtes enceinte, vous majorez les risques d'accouchement prématuré. Donc il faut absolument éliminer un trichomonas ou un Gardnerella dans le vagin. Vas-y, oui. Alors, le pH vaginal, vous voyez, est bas. Le pH du sperme tourne aux alentours de 8, 7, 8, et au niveau du vagin, c'est 3, 8, 5. Donc, très souvent, on a des problèmes aussi au niveau du vagin. Ce qui veut dire que si vous avez une vaginose, vous avez intérêt à utiliser pendant quelques jours un sérum acide. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, à Bora Bora, les nuits vous avez souvent des nuits très chaudes, les couples, les voyages de noces, ainsi de suite. Donc, ils vont s'exciter pendant une semaine à Bora Bora. Et je vous raconte des histoires. Attendez, on arrive en fin de semaine, non? Je peux voir. Ça peut être à Saint-Tropez ou ailleurs. Attendez, c'est pas Bora Bora. Vous passez une semaine active, entre guillemets. À ce moment-là, votre vagin va se retrouver avec un sperme qui a un pH très élevé, aux alentours de 7-8. Votre pH va déséquilibrer votre microbiote, et à ce moment-là, quelques trichomonas qui sont saprophytes, qui normalement vivent dans le vagin, vont dépasser un certain taux, et vous retrouvez avec une vaginose. Alors vous êtes furieux parce que votre compagnon, vous restez avec lui, vous revenez avec une vaginose, vous avez un vagin qui pue le poisson, entre guillemets, et vous allez penser qu'il vous a refilé une MST à vos reins. Alors que c'est pas ça, c'est uniquement le pH de son sperme. Excusez-moi, mais vous êtes d'accord avec ce que je vous raconte? Oui ou non? Non, mais je vais avoir l'avis de la faculté. Alors, non, mais c'est une histoire vraie ce que je vous raconte. Alors, à ce moment-là, il va falloir rééquilibrer tout ça. Vous pouvez prendre des tas de médicaments pour ruiner en gynéco, pour vous faire ce que vous voulez, mais la première chose à faire, mettez un savon acide dans votre vagin quand vous avez beaucoup de relations sexuelles et que vous avez des nuits de noces fréquentes. À ce moment-là, vous allez rééquilibrer votre pH, et si vous voulez un bébé, ça va bien se passer. Il n'y aura pas de problème. Donc vous voyez, vous allez être écologique, entre guillemets. Les bonnes sœurs ont beaucoup moins de soucis avec ça. Alors, ne croyez pas ce que je présente, hein, c'est important. Alors, beaucoup d'hypofertilité pourrait être expliqué uniquement avec ces problèmes de pH. Hein. Et ça va jouer sur les lactobacilles aux dépens des trichomonas. Hein. Alors, intéressant de voir toute la suite, et donc je vous ai parlé du microbiote, j'espère. Ouais. Alors, ça peut être important aussi, je ne crois qu'on du sujet, sur les paradontopathies avec les microbiotes vaginaux et buccales, avec toutes les pratiques urogénitales que vous connaissez. Alors, la suite, vas-y. L'endométriose, là encore, un énorme sujet, l'endométriose. Je vous ai parlé tout à l'heure l'endométriose, on est embêté parce qu'il y a beaucoup de causes. C'est une cause hyper fréquente d'infertilité et c'est un fléau. Alors, il faut faire des dépistages hyper tôt. Une jeune fille de 12-13 ans qui saute le collège, qui est pliée en deux par des douleurs pendant ses règles, qui va voir l'infirmière de l'école, qui n'est pas bien, il ne suffit pas de lui donner le paracétamol. Il faut absolument lui demander une IRM avec balayage et faire un diagnostic très précoce, et on peut lui épargner une stérilité ultérieure. Si vous laissez une endométriose évoluer avec des foyers d'endométriose qui vont se développer partout dans le territoire, ben à 22-25 ans, elle sera stérile. Alors que si vous la dépistez hyper tôt, ben vous pouvez lui épargner peut-être ensuite ces problèmes d'adénomiose, de kyste d'endométriose, vous voyez tous ces problèmes. Donc ça, il faut informer les infirmières scolaires pour faire des diagnostics très précoces. Toujours l'endométriose, ça peut être une maladie évidemment hormonale. L'activité des aromatases, l'aromatase c'est une enzyme qui transforme la testostérone en oestrogène, et en fonction de ces types d'aromatase, on a des effets. Il y a une résistance à la progestérone qu'on connaît avec des prostaglandines, et il faut faire la différence entre une maladie inflammatoire et une maladie hormonale. L'endométriose, vous pouvez avoir les deux, ou voir plutôt l'un ou l'autre.
Donc dans vos bilans, vous devez vous orienter d'un côté ou de l'autre, faire une IRM évidemment complète ou un examen plus complet pour bien voir correctement s'il y a des foyers d'endométriose qui peuvent être chirurgicaux. Donc ça, c'est vraiment du domaine d'un gynécologue pointu pour qu'il fasse la part des choses entre les deux. Il peut y avoir une conséquence chirurgicale, mais ça va dépendre des cas. Et souvent, ça peut être intéressant d'avoir une cystoscopie pour aller vraiment regarder ce qui se passe. Et puis, il y a de l'endométriose au niveau du corps de l'utérus, qui s'appelle l'adénomiose, qui est très très fréquente aussi. Alors, il y a de nouveaux papiers, puisqu'on parlait beaucoup de probiotiques, avec les dysbioses. Alors, on a de plus en plus actuellement une orientation endométriose, dysbiose. On en parle de plus en plus. Avec certaines bactéries qui seraient en augmentation et d'autres un peu moins, avec le rôle pathogène d'une bactérie qui serait mis en évidence, je mets un conditionnel, dans l'endométriose. Donc là aussi, toujours microbiote endométriose qui intervient. Les perturbateurs endocriniens avec l'endométriose, évidemment, les rapports pro-inflammatoires des différents oméga 3. Je vous ai parlé de l'endométriose qui peut être une maladie soit hormonale, soit inflammatoire, soit les deux. Donc là, vous pouvez demander un bilan des acides gras, c'est hyper intéressant. Vous avez un test très très intéressant qu'on demande maintenant de plus en plus souvent en Europe, qui est le rapport 2OH-16OH. C'est-à-dire c'est pour savoir si vous avez vulgairement les bons ou les mauvais œstrogènes. Alors ce test, essayez de vous en souvenir, il est peut-être difficile de le demander. Tu peux l'avoir, le 2OH-16OH ici, dans les urines Non, je pense parce que je peux le faire, mais c'est vrai que malheureusement c'est très cher. C'est déjà tout très cher, et du coup je ne peux pas tout. Le 2OH-16OH, en fait, il est très intéressant chez une femme. Alors, pour les problèmes d'endométriose, pour savoir comment elle va aromatiser, et surtout, alors là je sors du sujet, mais je vous le dis, si vous voulez donner des oestrogènes, progestérone à une femme à la ménopause, et si vous voulez indiquer de la prégnénologue ou de la DHA. Parce que si vous avez une femme qui aromatise mal avec un mauvais rapport de OH-16OH, s'il y a des cancers du sein dans la famille avec un mauvais rapport, soyez très vigilants. Vous voyez, on parle d'octobre rose, des cancers du sein et autres. Alors, il ne faut pas attendre d'avoir à la mammose un cancer du sein, il faut quand même traiter les causes et pas les conséquences. Si vous avez un mauvais rapport à la ménopause, surtout chez une femme obèse, méfiez-vous parce que vous jouez avec le feu, c'est de lui donner de la DHA ou un traitement oestrogénique. Donc là, c'est des tests très modernes qui vont vous permettre de faire une médecine quand même plus raisonnée. Vas-y. Et du coup, après, ce qui est bien, c'est que pour optimiser ça, tu leur demandes de consommer très régulièrement du brocoli. Brocoli, voilà. Après, ici, ils font des graines germées de brocoli qui sont très très riches en 3 carmineurs. Du coup, on a des graines germées de brocoli qui sont bien en bio. Donc, du coup, c'est facile. Oui. Et tu peux les harmoniser. C'est intéressant. Alors, c'est assez cher, donc tu pourras lui demander trop souvent, mais tu leur demandes 6 mois après le rapport 2OH-16OH. Elles ont changé leur régime de vie. Et ça, tu peux éventuellement t'orienter sur un traitement hormonal. Mais c'est un test qui est super intéressant. Alors, la santé du col, c'est évident, vous avez certains médicaments qui vont sécher le col. Je vous donne un exemple, hein. Vous voulez un bébé, vous êtes en période d'ovulation, vous avez une bonne terre cervicale, mais il se trouve que vous êtes enrhumé, vous avez le nez qui coule, vous n'êtes pas content, vous allez voir votre pharmacien. Il va vous donner un produit dans le nez qui va sécher, qui va être un dérivé d'un anticholinergique, qui va vous donner dans le nez. Hein, vous allez en mettre 3 ou 4 fois par jour parce que vous avez le nez bouché, vous n'êtes pas content. Ça va sécher votre nez, mais ça va vous sécher le col aussi. Et le col, la glaire cervicale, elle va servir aux spermatozoïdes à remonter la sphère gynécologique et permettre d'avoir un bébé. Donc, vous voyez, vous avez des médicaments qui faut se méfier. Vous partez en mer à Bora Bora avec votre bateau, vous mettez un scopoderme derrière pour ne pas avoir le mal de mer, je vous garantis que vous ne faites pas votre bébé sur le bateau. Donc ça va être... je vous donne un exemple, hein, je vous donne des exemples. Et il est évident que pour la santé du col, le papilloma, les vaginoses, la chlamydia, pour se jouer. FUT2,
on n'est pas hors sujet, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça va intervenir pour les grossesses. Hein, donc je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit, mais vous avez intérêt à dépister le type 2. Vas-y. Alors là, les causes masculines, attention, vous imaginez pas, moi je vois tous les spermogrammes que je demande actuellement aux hommes, les spermocytogrammes ou les spermogrammes, ils sont tous perturbés, on n'en voit quasiment pas un de normal. Je ne sais pas ce que tu en penses, dans ce que tu peux demander, mais ils sont, chez les hommes, les testicules sont encore plus sensibles que les ovaires, et plus sensibles aux perturbateurs endocriniens, à la chaleur, c'est catastrophique actuellement, les causes masculines d'hypofertilité, elles sont mixtes, hein, souvent hommes-femmes évidemment, mais les causes masculines, elles sont hyper fréquentes. Alors il faut vérifier qu'il y a un sperme qui soit stérile évidemment, spermocytogramme, et maintenant on peut même les sélectionner les bons spermatozoïdes qu'on va pouvoir utiliser après pour faire les bébés. Mais c'est catastrophique. Et ça, il faut conditionner les jeunes adultes dès la puberté pour qu'ils aient une hygiène de vie, pas de slip trop serré, attention à la température, les perturbateurs endocriniens, les téléphones portables dans les poches toute la journée, tout ça, ça va jouer, et évidemment la perturbateur endocrinien. Hein, tout ça, ça va jouer sur la spermatogénèse. Les causes, toujours, il faut bien vérifier avec un bilan hormonal à la fois thyroïdien et hormonal pour les hommes avec œstrogène, progestérone, et évidemment la testostérone. Hein, je ne sais plus où je l'ai dit, la testostérone. Donc vous devez imposer un bilan biologique à l'homme, vérifier le zinc. Le sperme a absolument besoin d'un beau taux de zinc. S'il y a un mauvais taux de zinc pour la spermatogénèse, c'est catastrophique. On parlait de la vitamine A tout à l'heure au niveau de la spermatogénèse important. Donc il vous faut ce bilan hyper important, complet. Vas-y, tu peux avancer. Et attends. Vitamine, oui, même chose. Avec des vitamines E et la MTHFR, on a parlé tout à l'heure de la vitamine A et de la vitamine B9, mais chez l'homme, il faut absolument vérifier correctement la méthylation de la B9. On parle maintenant des probiotiques parce que officiellement le sperme est stérile, il n'y a pas de microbes dans le sperme. Mais maintenant on commence à parler de probiotiques pour améliorer le microbiote au niveau du sperme, parce que ça va jouer au niveau du microbiote vaginal pour les fécondations. Donc ça c'est des voies très modernes actuellement dans l'exploration des hypofertilités. Vas-y. Je suis un peu long hein, pour les causes masculines. Vous voyez, il faut le glutathion, c'est vraiment intéressant. Et vous avez des produits que vous pouvez proposer aux hommes hypofertiles ou quand un couple a des difficultés pour faire un bébé. Je vous rappelle que la spermatogénèse dure 3 mois. Donc c'est un traitement à prendre au minimum 3 mois avant une fécondation. Alors vous avez beaucoup de marques différentes, ils contiennent tous du zinc, entre autres. Hein. Tenez compte des métiers, il y a des métiers beaucoup plus exposés d'autres. Hein. Les agriculteurs, viticulteurs avec les pesticides, un boulanger qui est devant un four hyper chaud, ça va chauffer ses testicules, c'est un énorme problème. Pensez d'examiner évidemment les patients parce que quand on a varicocèle, c'est des grosses varices sur le testicule. Donc si on a un testicule avec plein de varicocèles, c'est-à-dire des énormes varices, ces varices vont chauffer le testicule et ça va entraîner un problème au niveau des spermatozoïdes. Il faut vous rappeler que le testicule, comme l'ovaire et le pancréas, sont des glandes à la fois endocrines et exocrines. Endocrine parce qu'un testicule sécrète de la testostérone et exocrine parce qu'il a des spermatozoïdes, il fournit des spermatozoïdes. L'ovaire est endocrine par les oestrogènes, la progestérone et exocrine parce qu'il y a des ovules. Le pancréas, c'est une fonction endocrine et exocrine. Hein, pour vous expliquer un peu comment ça marche. Hein, le pancréas va sécréter une hormone, l'insuline, et sécréter des sucres pancréatiques pour la digestion.
Alors, les varicocèles, il faut les penser 3 mois avant, et on a parlé du sport de haut niveau. Attention hein, pour les ultra-trail et autres. Le café, on en a parlé. Le testostérone en excès pour les sportifs, aussi. L'alcoolisation fœtale, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai parlé de la dépakine et des risques des médicaments et de l'albendazole chez l'homme. Attention, on n'est pas chez la femme. Et attendre au moins 3 mois. Et attention aussi, alors, le dernier point qui est ici est important. Quand on a une infection importante, hein, vous avez une grosse grippe, vous chopez un Covid, vous avez une maladie infectieuse importante, vous prenez beaucoup d'antibiotiques, vous êtes épuisé, ça va jouer sur votre sperme et vos spermatozoïdes. Donc, si vous voulez un bébé et que vous sortez d'un Covid, vous sortez d'une vaccination Covid, bon, vous n'êtes pas obligé de vous faire vacciner, donc ce n'est pas le sujet de la soirée, mais ça peut être une erreur. Vous avez intérêt à attendre 3 mois. Hein. Et donc, ça peut expliquer énormément de problèmes de fertilité chez l'homme comme chez la femme, toutes ces maladies. Et les problèmes Covid, fertilité, maintenant, les publications sur PubMed partout, hein, c'est pas ce qui manque. Hein. Bon, le bilan génétique, vous avez certains gènes que vous pouvez demander, très intéressant. Alors, je suis désolé, dans le checklist, hein, je veux dire, on est quasiment à la fin, hein, je m'excuse, mais il faut être policier, hein, il faut les reprendre tous. Hein. Alors, vous n'allez pas demander en première intention ça, mais il faut le savoir, hein, c'est quand même 2% presque. Vas-y. Alors, les relations sexuelles, ça paraît un peu bizarre, mais évidemment, pour faire des bébés, il en faut des relations sexuelles fréquentes. Attention, il ne faut pas être obsédé par les dates, repérer l'ovulation, avoir des relations sexuelles sur commande, c'est une catastrophe. Alors, vous pouvez faciliter avec certains gels lubrifiants qui vont favoriser la fertilité. Vous avez une coupe qui permet de maintenir le sperme. Vous pouvez, alors, une chose, on parlait de l'ocytocine et des orgasmes. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une femme ou une femelle a un orgasme, il y a une contraction importante de l'utérus, une contraction du vagin, l'entrée du vagin, qui permet au sperme, l'orgasme va permettre au sperme de remonter et de permettre la fécondation. Donc, vous allez avoir une sécrétion d'ocytocine pendant un orgasme très important. Vous allez avoir une sécrétion d'ocytocine aussi quand vous allez avoir une contraction de votre utérus pour expulser le bébé. Et cette ocytocine, elle va avoir un effet intéressant pour l'ovulation et même pour contrôler l'érection et l'éjaculation de l'homme. Donc, si vous avez uniquement, pour faire un bébé, une relation sexuelle, qui est la corvée avant d'aller vous coucher pour garder le plafond, c'est pas bon, hein, parce que vous allez tout bloquer. Donc, il faut regarder un peu moins Netflix ou CNews ou je sais pas quoi, et avoir peut-être un peu plus de relations sexuelles. Hein, j'ai rien inventé. Attention, des toilettes à l'eau, pas avec plein de produits toxiques. Il y a beaucoup de femmes qui ont des phobies, des microbes et autres, de la propreté, qui veulent se laver. Donc là, il faut uniquement à l'eau. Le vagin est auto-nettoyant, hein, et éviter la position allongée, la position debout, parce que debout, le sperme va s'écouler. Alors, c'est des évidences que je vous raconte là, mais on le sait, hein, c'est validé. Hein. Et au niveau psychologique, les couples qui sont en hypofertilité, la sexualité devient une corvée pour eux. Hein, c'est la corvée, la dernière corvée de la journée avant d'aller se coucher. Et donc il faut arriver à... c'est facile, il y a qu'à, hein, évidemment c'est facile à dire, mais il faut leur demander qu'ils oublient le bébé et qu'ils aient une sexualité pour le plaisir, et que ça ne soit pas une sexualité pour une relation sexuelle, parce qu'ils vont tout bloquer, et il faut arriver à les débloquer. L'AMH est un examen que je déteste, hein, qui va vous planter. Vous allez vous retrouver avec un taux d'AMH qui va être très bas, et vous allez vous stresser en vous disant que vous n'arriverez jamais à faire un bébé. Votre gynéco va vous le demander évidemment, et ça va vous pourrir la vie. Donc je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de demander l'hormone antimulérienne, hein, l'AMH. Hein. L'hormone de croissance, hyper intéressante, on en parle peu. Vous pouvez demander ce rapport. On peut vous énumérer tous les signes de carence en hormone de croissance.
Ça aussi, c'est en plan B ou plan C. Hein. Vous n'avez pas demandé en première intention. Bilan d'immunité, alors très important. Quand vous avez vraiment tout essayé, vous en avez marre, vous avez fait, vous êtes à 3e FIV, que vous ne savez plus où vous en êtes, là, vous pouvez demander un bilan immunitaire de réceptivité utérine. Schématiquement, vous avez deux possibilités. Soit vous avez une immunité importante et elle est trop importante et vous tuez votre bébé à chaque fois, soit vous avez une immunité pas assez importante et le bébé n'arrive pas à se développer. Alors maintenant, dans ces bilans, vous voyez, vous avez des tests très très précis, avec entre autres les cytokines. Vous avez au minimum l'interleukine 6 qu'il faut absolument doser, ici au minimum celle-ci, et vous avez des sacrées surprises. Parce que si vous avez des bilans en excès ou des bilans en carence, eh bien vous pouvez sortir d'affaire un couple hein, facilement. Donc au moins l'interleukine 6, et après tout ça c'est du domaine de la haute spécialité et vous rentrez dans des services ultra spécialisés de gynéco-obstétrique. Vous voyez, vous avez ces nouveaux génotypages que vous pouvez demander, mais ça vous le faites vraiment quand vous êtes en plan B et vous n'allez pas n'importe où, vous tapez à la bonne porte pour qu'on puisse correctement vous bilanter. Mais souvent, je vous disais tout à l'heure, moi il m'arrive de voir, j'ai vu des patients qui étaient à leur 10e FIV, hein, ou qui étaient sur des fausses couches à répétition, ils n'en peuvent plus. Et donc normalement, dès la 2e ou 3e fausse couche, vous devez partir quand même sur un bilan comme ça. On n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Contraception, bon là on a pratiquement terminé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la contraception va entraîner un certain délai. Vous voyez, un délai moyen de 2 mois par exemple avec les stérilets. L'anneau contraceptif, il faut attendre 3-4 cycles largement. Et attention, 5 à 8 cycles sous pilule. Hein. Donc, une femme qui arrête la pilule, c'est très long avant qu'elle se remette à avoir des ovulations, que le rétrocontrôle, le feedback avec l'hypophyse se repasse correctement. C'est long, c'est difficile. Et moi, pour vous dire la vérité, ça fait 30 ans que je n'ai pas prescrit de pilule. La pilule, c'est terminé, les stérilets hormonaux, les implants, j'en ai jamais prescrit une fois, hein, depuis au moins 30 ans. Parce que perturbateurs endocriniens associés aux œstroprolutatifs, c'est mortel. Hein, vous avez pour les cancers du sein, pour les dépressions, pour tout. Alors après, il faut reparler contraception, évidemment. Enfin, ce n'est pas l'objet d'un topo sur la fertilité, évidemment, l'hypofertilité. Mais la pilule en 2025, c'est terminé. Pour une jeune femme, vous pouvez vous l'oublier, c'est fini. Stérilet Mirena aussi. Hein. Le dossier sur le Mirena, il est costaud, hein, le stérilet hormonal. Donc voilà. Donc voilà, on a quasiment fini. Donc n'allez pas rêver là-dessus parce que maintenant, les dons de sperme et dons d'ovocytes, la législation a changé. Les délais d'attente sont très longs. Vous partez dans des galères, dans des calvaires pas possibles. Bon, ça marche évidemment, mais c'est compliqué. On a de plus en plus de femmes homosexuelles qui veulent des bébés. Elles partent dans des trucs compliqués. Moi, je n'ai pas d'opinion, hein, mais c'est difficile. Hein. La mélatonine, on en parle de plus en plus. Les carences en mélatonine, aussi, c'est difficile à doser, la mélatonine, hein, c'est compliqué. Vous allez vite le voir si vous en avez besoin, vous serez mieux. Et il y a une intéressante étude sur le bruit. Si vous habitez dans un endroit hyper bruyant, vous êtes tout le temps stimulé par le bruit, ça va jouer sur évidemment votre santé et sur vos ovulations. Ça paraît évident, hein, si vous êtes dans ce cas de figure. Alors normalement, quand vous voyez une femme, elle a déjà eu un bilan pour être sûr que ses trompes sont perméables. Vous posez la question quand même dans l'interrogatoire, qu'on n'aille pas passer à côté, ça serait trop bête d'aller passer à côté d'un trouble de l'hyperméabilité. Maintenant, vous avez des nouveaux appareils d'échographie qui sont moins agressifs que les tests qu'on faisait auparavant, les hystérosalpingographies, qui étaient quand même compliquées, il faut injecter un produit de contraste, faire remonter dans les trompes, c'était quand même pénible. Et là maintenant, vous avez de nouvelles techniques.
l'horloge biologique, moi je suis frappé du nombre de femmes qui ont plus de 40 ans qui veulent des bébés en consultation, on ne s'arrête pas. Hein. Quand je vous parlais de Madagascar, à 14 ans, elles sont toutes enceintes. Quand vous voyez des femmes de 18 ou 20 ans à Madagascar, elles ont déjà 6 enfants. Alors, vous voyez des trucs complètement dingues. Hein. Alors je ne vous dis pas d'en faire 6 avant 20 ans, mais n'attendez pas 40 ou 45. Alors, c'est pas évident, mais on sait bien que la fertilité, elle va dépendre de l'âge. Hein. On a tous les chiffres, je ne vais pas les rappeler. Je sais que c'est une mauvaise chose à dire, parce qu'on vous met la barre trop haute, on vous stresse tellement que ça vous pourrit la vie. Donc là, il ne faut pas trop vous raconter, pas trop vous en parler. On a quasiment fini là. Alors le Covid, les vaccinations Covid, énorme problème, hein, là aussi. Et il n'y a pas que le Covid, il y a toutes les maladies virales, attention. Hein. CMV, CMV, cytomégalovirus. On a beaucoup parlé du Zika, rappelez-vous, au Brésil, hein, les drames qu'on a eu avec le Zika. Je ne sais pas si le Zika avait touché la Polynésie, vous l'avez eu? Oui. Hein, et il y a eu des fausses couches, il y a eu des drames, des enfants mal formés en Polynésie, non? On a parlé. Et vous voyez, les encyclopédies japonaises, quand je parlais au Laos, on voit beaucoup d'encyclopédies japonaises. Hein. Donc prudence. Hein. Le burn-out, le stress chronique, tout ça, ça va jouer sur les métabolismes du cortisol. On en a parlé tout à l'heure. Donc limiter, alors c'est facile à dire évidemment le stress. Vous avez l'alpha-amylase salivaire, c'est intéressant, qui est un bon témoin du niveau de stress. Et vous avez d'autres techniques intéressantes, l'ostéopathie, l'acupuncture, la relaxation, la sophrologie. Tout ça, ça peut vous permettre d'être beaucoup plus cool, de mieux ovuler, d'être beaucoup mieux. C'est évident que c'est loin d'être anodin. Voilà. Bon, désolé, c'est un peu, ce catalogue est pénible, hein, parce qu'il y a tellement de causes, et souvent si on parle d'une cause, évidemment on peut en parler pendant 10 minutes. Hein. Mais pour vous dire que c'est difficile, hein, vous partez dans une sacrée galère. Hein. Mais les deux causes les plus évidentes, c'est thyroïde et carence en oestrogène. Œstrogène, progestérone, vous devez avoir un taux d'œstrogène supérieur à 150 une semaine après l'ovulation, un taux de progestérone supérieur à 20 une semaine après l'ovulation. Et alors, je vous donne un scoop avant de partir.